Mesdames, Messieurs, bonjour. Michel Jérôme, je suis ravi de vous accompagner ce soir, de piloter cette réunion. J'en ai peut-être réveillé quelques-uns parmi vous sur France Bleu ou France 3 Normandie. J'espère que vous avez entendu cet appel que j'ai lancé ce matin pour vous informer de cette réunion publique. Certains, oui, et je trouve ça formidable que nous soyons aussi nombreux ce soir. Merci beaucoup. Nous nous inscrivons dans le cadre des journées de la culture du risque. J'ai encore vu une affiche en venant sur ma route tout à l'heure, annonçant ces journées. Vous avez peut-être entendu sur les radios et sur France Bleu en particulier, la radio d'alerte, l'exercice d'hier dans la métropole rouennaise. On s'inscrit dans le cadre de ces journées de la culture du risque avec cette réunion publique de la CLIN portant ce soir sur la campagne de distribution des comprimés d'iode, on va tout savoir, et sur les plans particuliers d'intervention de nos deux centrales nucléaires de Paluel et de Penly. Disons jusqu'à 20h30, vous aurez l'occasion de prendre la parole. Je vous explique les règles du jeu dans un instant, mais d'abord, je suis ravi d'être ici dans cette salle que je connais, cette salle municipale de Saint-Valery-en-Caux, monsieur le maire. Merci de nous accueillir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir monsieur Jérôme, bonsoir à tout le monde et on vous souhaite bien évidemment la bienvenue pour cette réunion d'informations importantes et c'est nécessaire. Je voulais saluer madame la sous-préfète qui nous fait le plaisir d'honorer de sa présence cette réunion importante, accompagnée de sa directrice du CIRA 7PC. Bienvenue à Saint-Valery. On fera plus amplement connaissance, madame la sous-préfète, à d'autres occasions, bien évidemment. Et puis, on a aussi le plaisir d'avoir notre vice-présidente du département, Cécile Sinopatrie, notre conseillère régionale aussi, un certain nombre de maires qui nous ont fait l'amitié d'être ici, et puis l'ensemble des responsables, bien évidemment, de nos deux 100 sites de production électronucléaire qui sont à nos côtés, ainsi que effectivement les forces d'appui classiques sur lesquelles on compte beaucoup et qu'on aime beaucoup au travers de la gendarmerie et des pompiers. Donc il y a une belle assemblée des habitants un petit peu de Saint-Valery et d'ailleurs, beaucoup d'élus, parce que c'est vrai que c'est un sujet important, la culture du risque, sur beaucoup de sujets d'ailleurs, mais on y tient beaucoup et on est très heureux que ça puisse se faire et de vous accueillir ce soir. Alors je vais vous souhaiter à tous une bonne réunion et beaucoup d'informations. Voilà. Jean-François Ouvry, je vous remercie et je ferai bien attention ce soir, comme toujours, à dire Saint-Valery, Saint-Valery, parce qu'on a de temps en temps, sinon, des coups de téléphone de la mairie pour nous rappeler à l'ordre. Et je vous remercie d'être attentif et d'être un auditeur fidèle. Mesdames, Messieurs, les règles du jeu très rapidement. Cette réunion est filmée, vous avez vu des caméras, elle n'est pas diffusée en direct, mais elle sera diffusée ultérieurement sur la chaîne YouTube de la CLIN. Vous allez pouvoir, je le disais, poser des questions. En vous asseyant, vous avez découvert des documents et un petit papier blanc. Certains se sont dit, mais c'est pour poser vos questions. Il y aura deux possibilités. On a Malika et Angélique qui vont circuler avec des micros pour vous donner la parole si vous le souhaitez. Dans ce cas-là, je vous invite d'abord à vous présenter, à minima à nous dire si vous êtes un associatif, si vous êtes un habitant et d'où vous venez. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez nous donner bien évidemment votre nom et plus si affinité. Si vous écrivez sur un petit papier, parce que vous préférez rester discret, vous êtes un peu timide, vous ne pouvez pas prendre la parole en public, vous n'hésitez pas, vous avez des petits papiers. Si vous manquez de petits papiers, on en a d'autres. Et là encore, vous demandez à Malika ou à Angélique, elles viendront vous les apporter. Voilà pour les questions. Il y aura des temps dédiés à ces questions, des questions qui portent sur les deux aspects que j'ai évoqués, les PPI et la distribution. Si vous avez des questions qui dépassent ces deux sujets, on y répondra, si on le peut, à la fin de cette réunion. Et quoi qu'il arrive, vous recevrez une réponse, éventuellement via un mail, si on n'a pas une réponse à vous donner immédiatement. Mais vous recevrez, quoi qu'il arrive, une réponse. On le sait, la question du nucléaire déclenche parfois les passions, mais pas ce soir. Ce soir, on reste souriant, on échange, on reste cordiaux les uns avec les autres. Je vous y invite et je ferai respecter ces règles du jeu. Et puis, on est ici pour parler de notre territoire, des centrales de Paluel et de Penly. Vous l'avez remarqué, on n'est ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale, encore moins à l'Élysée. Donc, on ne va pas refaire la politique française du nucléaire, mais discuter des questions qui sont les nôtres ce soir, des questions quasiment de vie quotidienne pour vous qui vivez dans ces périmètres autour de nos centrales.
À présent, bon, on a quelques participants évidemment dans la salle et après sur scène. Je vous les présenterai en temps et en heure, mais le président de la CLIN, tout d'abord, M. Chauvency, va nous rejoindre. Le micro, il a disparu. Monsieur le maire est parti avec le micro. Monsieur le maire nous a volé le micro. Merci, c'est Angélique, je vous la présente, j'en profite. Merci Angélique. Monsieur Chauvency, président de la CLIN, bonsoir. Merci. Bonsoir, Michel Jérôme. Tout d'abord, merci à vous d'animer encore cette... C'est toujours un plaisir. C'est avec grand plaisir que l'on vous accueille. Je vais commencer par Madame la sous-préfète, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger avec vous sur la CLIN et ce que l'on peut en faire et ce que vous envoyez les choses. Mais tout d'abord, permettez-moi, au nom donc des membres de la CLIN et de moi-même, de vous souhaiter la bienvenue au sein de notre CLIN, puisque nous sommes quand même une CLIN d'importance, puisque nous avons 2 sites, un grand territoire qui va de Fécamp jusqu'au niveau de la Somme. Donc ça représente quand même pas mal de communes. Donc vous pouvez voir, il y a cette CLIN a énormément de choses à faire et de travail et correspondant, en plus, au cours de cette année, avec les VD4 de Paluel et bien d'autres choses, et sur Panly, les OPR, et puis la VD3 qui se termine et d'autres choses aussi. Donc on a plein de sujets de discussion qui nous animent autour de la CLIN. Donc simplement pour rappeler ce que c'est que la CLIN, mais je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, vous avez un petit fascicule qui peut vous être remis, vous le voyez. Donc, si vous ne l'avez pas, réclamez-le, on va vous le donner. Et là, vous aurez le fonctionnement exactement de la CLIN dans tout son ensemble, donc avec sa composante, comment c'est réparti, comment on est élu, puisqu'avant tout, c'est le président du département qui est porteur de notre CLIN. Enfin, CLIN. Pourquoi CLIN? Parce qu'on a choisi... Pour la plupart des autres, c'est CLI, donc Commission locale d'information. Et nous, on est CLIN, Commission locale d'information nucléaire, puisque le département, à cette époque, quand il a lancé, avait choisi de mettre le nucléaire pour bien préciser que c'était nucléaire. Voilà, en tant qu'information. Donc, je ne vais pas aller plus loin, à moins que si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez après en affichage. Donc, vous pouvez contacter donc, la CLIN par le service, avec le service qui est là, donc avec Agnès et Élodie, puisque c'est les deux qui s'en occupent, Agnès étant la responsable. Et donc, et là, ce soir aussi, je vais remercier donc, Cécile Sinopatré, donc, qui est parmi nous, puisque c'est aussi la vice-présidente de la CLIN. Donc, merci à toi. Voilà. Donc, si vous voulez bien maintenant, Madame la sous-préfète. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire, merci de nous accueillir dans vos locaux. Je suis très heureuse de participer à cette commission dont j'ai compris qu'elle était réunie dans les moments importants de la vie des sites nucléaires. Et aujourd'hui, on va pouvoir vous informer et avoir toutes vos questions sur 2 sujets très importants. La distribution d'iode qui a lieu en ce moment. Alors, moi, je vais vous le faire très simple, mais Tiffany et le docteur du CHU de Rouen vous expliqueront pourquoi il faut prendre de l'iode, quand, où aller le chercher. Mais aujourd'hui, la distribution d'iode, elle est gratuite. Vous n'avez pas besoin de bons pour retirer vos plaquettes. Les comprimés sont fabriqués par la pharmacie du service de santé des armées. Donc c'est l'État qui fabrique les comprimés et ils sont disponibles dans le rayon 0,10 km autour des 2 centrales nucléaires. Donc allez-y, encouragez vos proches, dites-le à vos administrés, il faut se munir de ces comprimés et on vous expliquera pourquoi dans la deuxième partie de la réunion. L'autre moment important, c'est la mise à jour des plans particuliers d'intervention. Alors, on a toute une série d'acronymes assez barbares sur la planification. Mais tout ça est un Lego qui a beaucoup de sens et on va vous expliquer où se situe ce PPI par rapport à d'autres plans, quel est le rôle de chacun et pourquoi c'est une année de mise à jour. Alors évidemment, il y a les obligations réglementaires, bon ça c'est ce qu'on fait régulièrement, mais il y a surtout la prise en compte du chantier des futurs EPR sur le site de Panly. Et donc l'actualisation de ces 2 plans sont importantes à ce stade des opérations.
Donc n'hésitez pas, notamment je pense à nos concitoyens qui sont peut-être éloignés de toute cette science, à poser toutes les questions que vous voulez sur ces deux grands thèmes qui sont majeurs pour la protection de nos populations et puis le bon fonctionnement de nos centrales sur notre territoire. Donc bonne réunion à tous et puis à vous la parole, monsieur. Merci beaucoup, Audrey Baconnet-Rosé, donc sous-préfète arrivée. Je vois que vous êtes déjà aux couleurs d'Octobre Rose Alpine. Donc voilà, vous êtes déjà aux couleurs de Dieppe et du territoire. Alors autant je peux vous conseiller sur la prononciation de Saint-Valery-en-Caux, autant sur la Clin et la Cline, j'ai toujours pas arbitré parce qu'il y a la moitié des membres qui disent la Clin, l'autre moitié qui disent la Cline. On dira ce qu'on veut ce soir, Monsieur le Président, si vous en êtes d'accord. Je vous remercie, Madame. Je vous laisse suivre la soirée. Monsieur le Président, je vous invite peut-être à rejoindre déjà la tribune, rejoint par les différents participants. Ah oui, ça c'est le micro de la salle, le micro d'Angélique. Alors, parmi les participants, tous ceux qui se reconnaissent, hein, n'hésitez pas à monter. Docteur, je vous en prie, puisque je vous vois. Nous avons avec nous Sami Abdelkalek, vous êtes médecin au CHU de Rouen, spécialiste de ces questions. Je vous invite à prendre place là-haut, à prendre de la hauteur ce soir. Hein. Nous avons Tiffany Venachter de la préfecture. Vous dirigez le CIRACET PC, on en dira quelques mots dans quelques petites secondes. Jean-Paul Desjardins est avec nous également. Je ne le vois plus, monsieur Desjardins. Voilà, allez-y, venez. Vous êtes membre du collège associatif de la Clin ou de la Cline, on dira comme on veut. Et puis Christophe Gérard, vous êtes là, vous êtes directeur délégué production à Palluel. Je salue également la présence de représentants du CNPE de Panly. Nous avons sur place des représentants de l'EPR2 qui pourront répondre à vos questions depuis la salle. Et puis l'ASN est représentée, l'autorité de sûreté nucléaire. Pendant que vous prenez place les uns les autres, où vous voulez, il n'y a pas de plan de table. Hein, j'ai quelques questions à voir avec vous quand même, pour mesurer un petit peu qui est avec nous. Quel est le public rassemblé ce soir autour de nous pour cette réunion? Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent ou qui ont travaillé pour l'une des centrales? Ça fait un petit peu de monde déjà. Merci d'être venu. Qui est riverain de la centrale? D'accord. Alors, on va parler des PPI, des périmètres entre 0 et 20 km. Qui habite entre 0 et 20 km d'une centrale? Ah ben, je vois que vous êtes effectivement, si vous êtes venu, vous avez de bonnes raisons. Qui a ses comprimés d'iode à la maison? Ou éventuellement, ah ben tiens, on va faire un test à la maison, d'accord, et au travail? Il y en a moins, on aura l'occasion d'évoquer cette question ce soir. Et enfin, qui sait comment fonctionne une centrale nucléaire? Ça compte ou pas? Je ne sais pas comment on décompte. Voilà. Qui n'a aucune idée de comment fonctionne une centrale nucléaire? Ne soyez pas timide, hein, on est là pour ça. Bon, ben, c'est très bien. On va commencer avec vous, Christophe Gérard, justement, la présentation du fonctionnement d'une centrale nucléaire. Comment ça fonctionne? Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Donc, je vais essayer de vous donner quelques éléments, même si effectivement dans la salle, il y a des personnes qui connaissent déjà un petit peu. On parle aux autres, à ceux qui voilà, je vais parler ne savent rien. Je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. Donc, une centrale déjà nucléaire, ça fonctionne comme toutes les centrales thermiques du monde, c'est-à-dire qu'on produit de la vapeur la plus chaude et la plus haute en pression possible. Pour nous, c'est 300 degrés 80 bars. Cette vapeur, elle est envoyée à une turbine, elle se détend dans la turbine brutalement, elle passe en fait de 80 bars à 1 bar, la pression atmosphérique, voire un peu moins. En se détendant, elle entraîne la rotation de la turbine qui entraîne l'alternateur qui produit l'électricité. Pour que ça fonctionne, il faut absolument qu'en sortie de turbine, il y ait ce qu'on appelle une source froide pour condenser la vapeur. S'il n'y a pas ça, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Et c'est l'objet du circuit vert qu'on appelle le circuit de refroidissement qui effectivement va pomper soit, alors pour nous bien sûr c'est la mer, pour d'autres centrales qui sont au bord de fleuves, c'est leur fleuve qui va permettre de servir de source froide et donc qui va permettre de condenser cette vapeur. Cette eau qui est redevenue liquide, elle est renvoyée au générateur de vapeur et ainsi de suite indéfiniment. Alors évidemment, dans une centrale nucléaire, la particularité, c'est la façon de produire l'énergie. Chez nous, l'origine, c'est des pastilles d'uranium qui sont
dans la cuve du réacteur, que vous voyez sur le schéma, qui se situe elle-même dans une enceinte de confinement qu'on appelle le bâtiment réacteur. Voilà, donc ça c'est vraiment une particularité d'ailleurs, cette enceinte, par rapport aux événements que vous connaissez certainement. C'est une particularité de la conception de nos centrales françaises, mais également un certain nombre de centrales dans le monde. C'est l'existence de cette enceinte de confinement qui va permettre de garantir le confinement des substances radioactives s'il y en avait qui étaient produites. Alors je terminerai juste en disant que finalement, vous voyez déjà une succession de 3 circuits de refroidissement. Ça veut dire qu'en aucun cas, la mer va se mélanger, va toucher le combustible. C'est 3 circuits qui s'enchaînent et qui ne se mélangent jamais. Donc là, on a vraiment un concept de lignes de défense successives. Mais vous avez également la même chose entre le crayon combustible et l'air ambiant. Vous avez aussi une succession de 3 barrières. Le crayon, la cuve et l'enceinte de confinement. Voilà en quelques mots ce que je peux dire en termes de fonctionnement d'une centrale nucléaire. Il y a un grand principe qu'on retrouve d'ailleurs un peu partout dans le monde, c'est le principe de défense en profondeur. Comment ce principe, quand on parle de sûreté, de sécurité nucléaire, comment s'applique ce principe sur nos centrales ? Alors c'est un principe qui n'est pas simple à expliquer, donc je vais essayer de le faire. On va regarder comment ça se matérialise chez nous. Oui, j'ai essayé de donner quelques éléments un peu concrets. Donc déjà, c'est un principe de sûreté nucléaire qui existe depuis la conception de nos réacteurs, donc depuis les années 70, mais qui a aussi évolué au fil du temps, c'est-à-dire qu'il intègre le retour d'expérience des différents événements dans le monde et surtout de l'exploitation finalement de tous les réacteurs du même type que le nôtre. Pour simplifier, je dirais que c'est une succession de lignes de défense qui permet premièrement de réduire le risque d'accident et si jamais l'accident survenait, de réduire les risques de rejet radioactif. Alors, pour entrer un peu plus dans le concret, on a l'habitude de décrire ça sous forme de 5 lignes de défense. La toute première, c'est les limites de fonctionnement normales. Nos réacteurs ont un code de la route très précis que l'on suit précisément. Pression, température, puissance. Ça a été conçu de manière à avoir des marges pour garantir qu'en toutes circonstances, que les lignes de défense, que les barrières physiques que je vous ai décrites restent étanches en toutes circonstances. Donc ça, c'est la première qui permet de garantir qu'on reste vraiment dans le domaine de conception. Le deuxième ligne de défense, c'est les protections réacteurs. Alors celle qu'on peut entendre, dont on peut entendre parler, c'est l'arrêt automatique réacteur. S'il y a un paramètre qui dérive, la machine va s'arrêter toute seule et revenir dans son domaine de fonctionnement normal, sans intervention humaine. La troisième ligne de défense, c'est de partir du principe que le circuit rouge ou le circuit bleu sur le schéma puisse être défaillant, c'est-à-dire que les circuits de refroidissement normaux d'un réacteur soient défaillants. Eh bien, face à cela, pour pallier à cette situation, nous avons un certain nombre de systèmes complémentaires de refroidissement qui sont installés. On les appelle les circuits de sauvegarde et qui vont en toutes circonstances garantir le refroidissement du combustible. Et ça, tant qu'on refroidit le combustible, c'est vraiment l'objectif majeur. Il n'y a aucun risque de rejet radioactif significatif dans l'environnement. Après, si ces lignes de défense sont inopérantes, je ne sais pas par quel scénario ça pourrait arriver, je ne cherche pas d'ailleurs à définir et à comprendre comment ça pourrait arriver, peu importe, partons du principe que ça puisse arriver. Eh bien, donc, si je perds le refroidissement de mon combustible, c'est là que je risque d'avoir des rejets. Par contre, c'est là qu'intervient la spécificité de nos centrales nucléaires, c'est l'enceinte de béton qui permet de conserver la radioactivité dans l'enceinte de béton. La cinquième ligne de défense, et c'est seulement là que vont intervenir les lignes de défense organisationnelles, comme on va en parler maintenant, c'est partir du principe, là aussi avec un scénario que je suis incapable de décrire, mais peu importe, partons du principe que ça puisse arriver. Toutes ces lignes de défense, tous les moyens que j'ai décrits ne fonctionnent pas, l'enceinte n'est pas étanche, et dans ce cas-là, nous arrivons à possibilité de rejet à l'extérieur. Donc là, nous avons une ligne de défense organisationnelle, aussi bien côté EDF que côté pouvoir public, pour communiquer quasiment en temps réel sur l'état de nos réacteurs, et ensuite permettre au pouvoir public de prendre toutes les décisions nécessaires vis-à-vis des populations environnantes, parmi lesquelles la prise de comprimés d'iode dont on va parler aujourd'hui. Alors, quels sont les risques ? On les a vus là. Est-ce qu'il y a d'autres risques en fonctionnement liés au nucléaire ? Donc là, je vous ai décrit les situations. Déjà, j'ai décrit le fonctionnement normal initialement. Donc, à partir du moment où l'on conserve l'étanchéité de nos barrières, il n'y a aucun risque de rejet. Ça, c'est vraiment important de l'avoir. Après, enfin, de l'avoir en tête. Après, c'est une industrie comme les autres avec ses risques de sécurité. On fait intervenir énormément de monde dans nos centrales, donc on peut imaginer des enjeux de maintenance, des enjeux de sécurité vis-à-vis des personnes, mais ça, là aussi, nous avons un certain nombre de lignes de défense et d'animation qui permettent
réduire le risque d'avoir des accidents de ce type. Entendu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Juste sur cet aspect du fonctionnement de la centrale. Nous avons une question devant Malika, je vous remercie. Alors, à chaque fois, je rappelle la règle, hein, on se présente, on dit qui on est et d'où on parle. C'est allumé, normalement ça fonctionne. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Denis Alkowski, Stop EPR. Je suis par ailleurs élu local. Voilà. Vous parliez de substances radioactives qui ne se produiraient pas en temps normal. J'ai évidemment récupéré un document de l'IRSN qui montre les rejets gazeux en radionucléides des centrales en temps normal et aussi les rejets liquides. Donc je voudrais juste, c'est une précision, parce que je crois qu'il faut bien expliquer que les centrales rejettent toujours. Et donc ce sont des données d'EDF qui datent de 2017. Quand on regarde les deux centrales de Paluel et de Penly, on observe en fait l'émission annuelle de 4 Tbecquerel. Alors ça ne dit pas grand-chose à tout le monde, hein. Ce sont des désintégrations par seconde sur l'année. Je voudrais juste rapprocher ce chiffre d'un autre chiffre. À l'occasion d'une catastrophe nucléaire qui s'est produite en Russie en 1957, il y a eu 74 Tbecquerel qui ont été émis dans l'atmosphère. C'est-à-dire que nos centrales, chaque année, les deux centrales de Paluel et de Penly, émettent 6% des radionucléides dans l'air de la catastrophe de Tchitchim. Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas d'émissions, il y a des émissions. C'est le principe de la dilution au niveau des radionucléides. Et je ne parle pas de l'aspect maritime des émissions de radionucléides. Donc, dire, comme vous l'avez fait, qu'il n'y a pas de problématique de radioactivité, c'est évidemment totalement faux. On est bien d'accord là-dessus. Merci beaucoup. On va rendre la parole très rapidement à EDF sur cette question. Alors, je ne connais pas spécifiquement l'événement dont vous parlez, mais bon, j'en connais d'autres qui sont beaucoup plus significatifs. Bien sûr, Fukushima, Tchernobyl, ce sont les deux événements de référence dans le monde en termes d'événements nucléaires. Alors oui, je confirme, là, tout ce que je viens de vous décrire, c'est que en situation accidentelle, enfin, le fonctionnement normal des situations accidentelles n'aurait rien à voir avec l'exploitation au quotidien. L'exploitation au quotidien, effectivement, émet un certain nombre de produits qui sont mesurés en permanence. Hein. Tous ces produits de fission sont mesurés en permanence, des produits gazeux, des produits liquides, mais dans une quantité extrêmement faible qui est surveillée, qui fait l'objet d'un cadre réglementaire qui est défini par l'autorité compétente. Donc moi, ce que je peux vous garantir, c'est que nous respectons largement, nous sommes dans des proportions même infimes par rapport aux normes. Et ça, c'est effectivement le fonctionnement normal. Je peux vous garantir qu'on respecte jusqu'à 1%, on va dire, des normes qui nous sont édictées. Donc effectivement, je ne dis pas que nous avons zéro rejet, parce que le zéro n'existe pas. Par contre, ces rejets font l'objet de mesures permanentes. Et ces mesures permettent de garantir le respect des normes qui nous sont édictées dans le cadre de notre exploitation normale. Christophe Gérard, merci beaucoup. Alors vous l'avez dit, si jamais ça se passait mal, s'il y avait un accident, un incident et que ça dépassait l'enceinte de la centrale, ben vous prenez votre téléphone et vous appelez, elle n'est pas loin de vous, Tiffany Venachter, qui est la directrice du CIRA7 PC à la préfecture. Bonsoir Tiffany Venachter. C'est quoi déjà pour le commun des mortels le CIRA7 PC? Ça veut dire quoi? Bonsoir Monsieur Jérôme, bonsoir à tout le monde. Le CIRA7 PC, on va plutôt parler, au lieu de décrire tout l'acronyme, c'est le service de gestion de crise de la préfecture. Donc c'est au sein de ce service qu'on réalise à la fois la planification de l'ensemble des crises auxquelles peut être confronté un citoyen ou une activité économique. Et donc dans ces crises-là, on a la planification autour du risque nucléaire. Entendu. Alors, regardons ensemble l'échelle des réactions justement en cas de dysfonctionnement que nous évoquions à l'instant avec M. Gérard. Quels sont les différents plans envisagés
Quand est-ce qu'on les déclenche et comment ça va se passer, si ça se passe un jour et on ne le souhaite pas? Effectivement, en cas d'accident, on a une montée en puissance de nos plans d'urgence. Mon voisin de gauche, effectivement, serait amené, de par son chaîne d'alerte, de déclencher son plan d'urgence interne, dit PUI. Et pour cela, il déclenche la chaîne d'alerte et appelle les services de la préfecture. Donc ça, c'est son organisation en interne pour mettre en place les premières actions rapides pour réduire au maximum et intervenir au mieux au sein de son entreprise, enfin au sein de sa centrale, pour réduire les effets de l'accident. On monte en gradation et effectivement, on prévoit, si l'événement a une dimension plus grande, ce qu'on appelle les plans particuliers d'intervention. C'est ce qu'on voit, si je ne dis pas, dans l'organisation. Et puis, bien sûr, chaque structure, et notamment à l'échelle des communes et notamment des écoles, on a aussi des plans qui sont mis en place, et notamment les maires sont invités à déclencher leurs plans communaux de sauvegarde pour organiser un certain nombre de réponses opérationnelles et de réponses auprès de leurs administrés. Donc on a un système de poupée gigogne dans la gradation de l'organisation opérationnelle en cas de crise. Alors, on l'a vu hier d'ailleurs à Rouen pendant l'exercice, et puis on l'a vu cette nuit aussi, ça vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais il y a eu un déclenchement d'alerte dans un site industriel. Là, ce n'était pas un exercice, et c'est resté en interne, les pompiers se sont déplacés, et puis finalement, le problème s'est réglé en interne, et il n'y a pas eu besoin d'activer un plan particulier d'intervention au niveau de la métropole rouennaise. Tout est bien qui finissait bien. Poursuivons pour nous ici. Alors, nous entrons en période de révision de ces PPI. Pourquoi est-ce que ça change d'ailleurs? Est-ce que ça va changer quelque chose, et en particulier sur les périmètres, et ceux qui sont concernés sont dans la salle? Comme le disait Madame la sous-préfète en introduction, on a une obligation réglementaire, et c'est normal, dans nos documents de planification. Tous les 5 ans, on se pose la question des modifications à opérer pour avoir la réponse opérationnelle la plus adéquate. La première chose et qui est importante, le périmètre qui est aujourd'hui celui des 2 plans particuliers d'intervention, le 0-20 km notamment, ne sera pas modifié dans cette mise à jour. Donc les périmètres n'évoluent pas, on est sur le même nombre de communes qui seront concernées par ce plan particulier d'intervention à venir mis à jour. Il est important dans cette mise à jour de prendre 2 choses en compte. La première, bien sûr, c'est le chantier EPR2, puisque c'est une population importante qui va arriver tout au long des phases du chantier, il faut le prendre en compte. Et la deuxième chose, on a réalisé en 2021 et en 2022 2 exercices de sécurité civile autour des 2 centrales, et il est important de prendre en compte le retour d'expérience de ces 2 exercices et de réadapter sur notre réponse opérationnelle les choses, d'où l'intérêt de la mise à jour. Et cette mise à jour, en pratique, ça va se passer comment ? En pratique, là, nous sommes sur la phase dite technique, où on revoit, par exemple, des plans de bouclage, de routes, des lieux d'hébergement, des lieux de distribution. Et puis, passer cette phase technique au cours du premier semestre 2025, on va lancer une consultation du public. On retrouvera ces documents au niveau des mairies, et on invitera l'ensemble des habitants à venir prendre connaissance de cette mise à jour et de nous donner leur avis. Bon, imaginons qu'un accident se produise. Si on est dans la zone des 20 km ou à l'extérieur de la zone, comment serons-nous prévenus ? Comme ça a été montré notamment hier sur la métropole de Rouen, les habitants seront prévenus par différents canaux. D'abord des canaux d'information, et là, toute l'importance des relais des collectivités, les mairies notamment, mais aussi par des systèmes d'alerte aux populations, qui sont faits via différents vecteurs. On a bien sûr les vecteurs endémiques qui sont les sirènes, que nous avons testé également hier, qui sont importantes aussi. Et puis le nouveau système de Cell Broadcast FR Alert, qui nous permet de toucher une population très très large, à la fois par des notifications et par des SMS qui précisent les consignes à adopter à un instant T, et notamment, ce qu'on reviendra plus tard, donner la consigne de l'ingestion du comprimé d'iode. J'ai reçu ça exactement hier.
dans la matinée, j'étais sur Rouen à la radio, pas très très loin, c'était une zone de 8 km qui était concernée si je ne m'abuse. Donc je l'ai reçu, ça a sonné, ça casse un peu les oreilles, ça surprend. Ceux qui n'étaient pas informés ont été plus que surpris visiblement, et j'ai reçu 2 SMS pour m'expliquer ce qui était en train de se passer. Merci. Voilà. Ça surprend un peu, c'est ce que vous entendrez. Voilà. Même si votre téléphone, d'ailleurs, est... Alors, s'il est éteint, évidemment, ça ne marche pas. Ou en mode avion, ça ne marche pas non plus. Mais s'il est en mode silencieux, il sonnera tout de même et vous serez informé. D'où peut-être l'utilité de garder son téléphone à portée d'oreille et allumé. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, j'en profite, on écoute la radio d'alerte. On est conventionné, France Bleu, la radio de service public avec la préfecture pour vous tenir informé de ce qu'il faut faire. Et puis je vous invite, moi je l'ai fait à la maison, à avoir un poste de radio FM ou DAB aujourd'hui, pour ceux qui peuvent le recevoir, mais disons une radio FM, un poste avec des piles surtout. Parce que souvent on a récupéré les piles pour les mettre dans la télécommande ou ailleurs, ou dans la balance. Mettez des piles à proximité de votre poste de radio, parce que si quelque chose se produit, on risque d'avoir aussi une saturation des réseaux mobiles. Et à ce moment-là, ce sera quand même plus simple de nous écouter traditionnellement sur une radio que sur une appli via votre smartphone. Poursuivons. Quelles sont les différentes mesures qu'annonceront la radio? Quelles seront les mesures prises? Donc, selon le temps passé et l'accident et son origine et son amplitude, différentes actions et mesures seront transmises auprès des populations. La première, elle est très importante, c'est la mise à l'abri. Donc, bien rester chez soi et surtout ne pas aller chercher ses enfants à l'école. Je le répète, je l'ai fait beaucoup de fois hier, et ça me semble hyper important. Les enfants sont à l'abri dans leur structure scolaire. Ensuite, il pourrait y avoir une information selon les dires d'experts et selon le retour que nous aurions en centre opérationnel. On pourrait prendre également la décision d'une évacuation. Donc, un ordre d'évacuation séquencé selon les zones. Et donc ça aussi, ce serait une deuxième consigne. On pourrait également avoir une interdiction de consommation des denrées qui sont à l'air extérieur. Et enfin, et ça c'est important, une consigne de prendre son comprimé d'iode. Donc voilà, en termes de chronologie, ce qu'on pourrait avoir comme mesure. L'iode, on en parlera dans quelques minutes avec votre voisin. Jean-Paul Desjardins, vous êtes membre associatif de l'ACLIN, vous devez avoir un micro à proximité. Bonsoir. J'ai vu que vous avez écouté attentivement, que vous avez pris des notes. Alors que retenez-vous de tout cela? Quel est votre sentiment? Quelles sont les questions que vous souhaitez poser éventuellement à vos voisins? Eh bien, déjà... je croyais que que vous m'aviez demandé de parler après l'intervention du médecin. Ça, c'est dans un deuxième temps. Non, mais sur le... Ah oui. Bon. Nous évoquerons dans quelques minutes la question de l'iode. Là, on est sur les plans particuliers d'intervention. Vous venez d'entendre le déroulé de ce qui pourrait éventuellement se passer. Je le répète, nous ne le souhaitons pas. Quel est votre sentiment, vos questions ? Oui, alors d'abord, moi je suis du collège associatif. Nous sommes un peu les représentants, les porte-parole de Madame et Monsieur tout le monde, finalement. Nous sommes des bénévoles, évidemment. L'ordre du jour, c'est les PPI, oui, et la problématique des comprimés d'iode stables en deuxième partie. Mais tout ça, c'est intimement imbriqué, de toute façon. À propos des PPI, on ne l'a pas dit, ou je ne l'ai pas entendu, peut-être, je ne sais plus. Le périmètre de protection de 10 km autour des centrales a été élargi en 2018 à 20 km. Bon, on pourrait dire que c'est mieux. Bon, je vais dire plutôt moins mal. Je suis cauchois. Vous savez, les cauchois ne disent jamais c'est bien, ils disent ce n'est pas mal. Ici, je dirais c'est moins mal. Mais est-ce que c'est suffisant? Je vais prendre mon propre cas. J'habite à plus de 20 km de Palluel, donc, et moins de 30 km. Dans une récente commission technique de l'ACLIN, quelqu'un nous a dit que la zone de danger s'arrêtait à 20 km et qu'au-delà, il n'y avait plus de danger. Bon, peut-être, mais quand même. Et si j'en crois un rapport de l'IRSN, on utilise beaucoup ces rapports, sur l'accident de Fukushima, je lis un petit document. Fukushima, le gouvernement japonais a divisé le pays en plusieurs zones
Dans un rayon de 20 km autour de la centrale, tout le monde a été évacué, quelle que soit la contamination. Entre 20 et 30 km, les habitants ont d'abord été confinés, puis il leur a été recommandé de partir. Là où la pollution induit une exposition externe inférieure à 20 millisieverts par an, les habitants sont invités à rentrer, mais après avoir effectué des travaux de décontamination quand même. Bon, dans les faits, ils ne sont pas tous rentrés, loin de là. Enfin, c'est la contamination dite en peau de léopard, je crois. Donc, en cas d'accident grave, moi, je serais obligé d'évacuer. Tout comme d'ailleurs le courrier Cauchois à Yvetot, qui est à 28 km de Paluel, je crois, et puis le SDIS, M. Colibert, qui est là, également, qui est inférieur à 30 km de distance. Peut-être il nous dira s'il évacuera ou pas. Non, la zone de danger et de contamination ne s'arrête pas à 20 km. Bon, je sais qu'à Tchernobyl, pour Tchernobyl, elle s'était arrêtée juste à la frontière de la France. Tout le monde connaît l'histoire. Et qu'il serait peut-être, et non pas peut-être, mais nécessaire de reconsidérer cette distance et les mesures de sécurité de la prise de comprimés d'iode stable, la distribution, etc. Parce que si j'ai bien compris aussi, on ne va distribuer que sur la zone de 10 km. Bon, est-ce qu'il faut 30 km, 50 km Je n'ai pas de réponse particulièrement. Voilà ce que j'aurais à dire sur le sujet. On va poser la question, qu'est-ce qui se passe au-delà des 20 km? Est-ce qu'on a d'autres plans? On a un autre dispositif Orsec qui s'appelle la distribution des comprimés d'iode en dehors des périmètres de plans de protection, de plans de prévention d'intervention. Je ne vais pas y arriver. Plan particulier d'intervention. Là, les comprimés d'iode et la distribution qu'on est en train de parler, c'est que chaque habitant et chaque personne qui soit dans le périmètre de 20 km ait bien ses comprimés d'iode. La vitesse de ces accidents nous permet, dans les périmètres plus éloignés, de mettre en place un système de distribution de comprimés d'iode pour l'ensemble de la population. Et donc, c'est le but de l'autre dispositif Orsec de distribution des comprimés d'iode au-delà des périmètres des PPI qu'on est en train de parler ce soir. Et donc, il existe un dispositif Orsec. Et donc, c'est quelque chose qui s'organise avec des grossistes répartiteurs. Et on peut être amené à distribuer des comprimés d'iode sur l'ensemble du département de la Seine-Maritime. Y compris à Yvetot, si j'ai bien saisi votre question. Exactement. Oui, et là, si j'ai bien compris aussi, pour l'instant, on ne parle que de les distribuer dans les 10 km. C'est bien ça. Là, on parle de la distribution de comprimés d'iode de manière préventive auprès des habitants et des occupants dans un périmètre 0-10 km. C'est la campagne actuelle. Eh ben, on va y revenir dans une seconde. On en reparle dans quelques instants, Mais si vous voulez bien. La zone du PPI, c'est quand même au moins 20 km. Ben, c'est peut-être une question qu'on pourra évoquer dans les toutes prochaines minutes, si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez, sur cette partie des plans particuliers d'intervention et de leur mise à jour, des questions à poser? Des choses qui ne vous paraissent pas claires, que vous voulez clarifier? Je vous en prie. Oui, oui, Jean-Paul l'a souligné, 10, 20, 30, 40, en fait, le critère, c'est peut-être pas la distance, c'est l'exposition à la radioactivité. C'est-à-dire qu'on a parlé de cette dose d'exposition à 20 millisieverts. Alors moi, la question que je vous pose, elle est très simple. Qu'est-ce qu'il y a sur le territoire pour mesurer en temps réel justement cette exposition à la radioactivité, de manière justement, en cas d'incident, ça peut être aussi un dégazage comme ça s'est produit il n'y a pas très longtemps sur une centrale française, important. Comment donc informer les populations à partir d'un seuil d'exposition qui quand même menace les gens? Juste une deuxième observation aussi, toujours j'ai mal prononcé tout à l'heure sur la catastrophe de Kishtim qui est très intéressante, quand même pour donner une information. La radioactivité a été portée à 300-350 km. Hein, et la ville de Muslimovo, qui était située à 30 km, a constaté
25 fois plus d'anomalies génétiques après le passage de ce nuage. Donc en fait, la question que je pose est la suivante, c'est où sont disposés les instruments de mesure et comment nous, habitants, on peut être informés justement peut-être d'un risque de dépassement de la dose de 20 millisieverts. Ce n'est pas le kilométrage qui compte. En réalité, c'est l'exposition. Quelqu'un souhaite répondre sur la mesure? Je sais qu'on a aussi un représentant de l'ASN dans la salle. S'il souhaite à un moment donné intervenir, il est ici. Je le cherchais des yeux. L'autorité de sûreté nucléaire, je pense que c'est à Effectivement. Jean-François Barbeau, si je ne m'abuse. Bonsoir. C'est ça, Jean-François Barbeau de l'autorité de sûreté nucléaire. Donc, je suis le chef du pôle EPR-REP à la division de Caen. Donc, la division de Caen est compétente sur la Normandie, on va dire. Donc, on s'occupe des centrales de Paluel, Panly, Flamanville et 1-2 et Flamanville 3, l'EPR. Donc effectivement, en termes de contrôle de la contamination éventuelle, il y a des balises qui sont nommées Téléray, en fait. Il y a un réseau sur le territoire qui permet d'avoir une vue, une vision de la radioactivité présente sur le territoire. Et donc c'est un des éléments qui est utilisé par les pouvoirs publics pour suivre et puis faire les préconisations auprès du préfet qui, lui, après, met en œuvre les recommandations. J'imagine qu'après, au-delà des mesures, il y a une modélisation qui est possible pour savoir la dispersion. Effectivement, après, là, en situation de crise, en fait, à l'instar de ce qui se passe à la préfecture de région, donc ici à Armand, il y a une cellule de crise nationale qui est mise en œuvre. Cette cellule de crise elle comporte des agents de l'autorité de sûreté nucléaire, de Météo France notamment. Et en fonction des informations qu'on a sur le terrain, donc sur le CNPE, la centrale nucléaire, pardon, de l'événement, de la situation, des vents dominants, tous ces experts en fait modélisent une propagation de l'éventuel panache et déterminent les recommandations à mettre en œuvre pour les pouvoirs publics. Merci pour ces précisions. J'espère que ça a répondu à vos interrogations. Ne bougez pas. Ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième partie de cette réunion publique, tout savoir sur la campagne de distribution des comprimés d'iode. On pourrait peut-être regarder un petit film pour commencer et pour mesurer un peu d'ailleurs la connaissance des Normands et des habitants du territoire en matière de comprimés d'iode. Qu'est-ce que l'iode ? Alors c'est ce qui est dans la mer, dans tous les produits de la mer. C'est le bord de mer, quoi. C'est ça, l'iode. L'air salin, on dit ça sent l'iode. Je crois que c'est une particule, mais je suis pas sûr. L'iode est un élément chimique essentiel que l'on retrouve dans la nature. On le trouve principalement dans l'eau de mer, les algues, les poissons et les huîtres. L'iode est également présent dans les sols et les plantes. Il joue un rôle crucial dans notre santé, notamment pour le bon fonctionnement de la thyroïde. Pourquoi avoir des comprimés d'iode chez soi ? Normalement, ça doit offrir une protection, mais après, dans les détails, je ne sais pas. C'est un médicament qui sert en cas de problème nucléaire pour essayer de faire évacuer, je pense. Une protection de la thyroïde en cas de contamination. En cas d'accident nucléaire, des substances radioactives peuvent être libérées dans l'air, dont l'iode 131 qui est radioactif. Celui-ci peut être dangereux s'il est respiré ou ingéré, car il augmente la probabilité de développer un cancer de la thyroïde. Les comprimés d'iode stable permettent de saturer notre thyroïde et de la protéger en empêchant l'absorption de l'iode radioactif. Savez-vous comment récupérer vos comprimés d'iode ? Je crois qu'on peut en récupérer en pharmacie. On suppose que c'est en pharmacie, ça se récupère en pharmacie ? Je sais que je peux m'en procurer chez le pharmacien. Si vous habitez à moins de 20 km d'une centrale nucléaire, vous devriez avoir des comprimés d'iode chez vous. Pour en récupérer, vous pouvez en trouver gratuitement dans les pharmacies participantes. De plus, si vous êtes chef d'entreprise, vous devez également effectuer cette démarche pour vos salariés et vos clients. Les établissements recevant du public doivent aussi récupérer des comprimés pour leurs bénéficiaires. Savez-vous quand et comment prendre vos comprimés d'iode ? J'imagine qu'on reçoit une alerte plutôt globale, générale, par les informations. Il doit y avoir quand même, comme dans tous les médicaments, une notice à l'intérieur. Déjà, quand on est prévenu, comment ? C'est selon ce que le pharmacien vous indique, la quantité à prendre. Si on entend l'alerte de la centrale retentir, on prend les cachets, on ferme les volets, on reste enfermé. Les comprimés ne sont à prendre que sur ordre du préfet, car ils perdent leur efficacité au bout de 24 heures.
Si vous les prenez trop tôt, vous ne serez pas protégé contre les rejets ayant lieu plusieurs heures après. Pour alerter la population, tous les moyens seront mobilisés pour diffuser le message. Pour la posologie, avec des comprimés de 65 mg, c'est un quart de comprimé pour les bébés de moins d'un mois, un demi pour les enfants d'1 mois à 3 ans, pour les enfants de 3 à 12 ans, un comprimé, et au-delà de 12 ans, prenez 2 comprimés, y compris pour les femmes enceintes. Il faut savoir que les comprimés sont valables 10 ans, donc ne jetez pas vos plaquettes périmées avant d'avoir été chercher les nouvelles. Comment vous renseignez-vous sur les risques nucléaires en Seine-Maritime ? Je dirais sur Internet, sur un site officiel du gouvernement. Auprès des autorités compétentes, la mairie surtout. Moi, j'ai eu de la prévention à l'école. Il y a la CLI. Après, voilà, je ne sais pas plus. Pour vous renseigner sur les risques nucléaires en Seine-Maritime, plusieurs moyens s'offrent à vous. Vous pouvez consulter le site officiel de la préfecture ou vous rendre en mairie, où des informations détaillées et les procédures à suivre en cas d'accident sont disponibles. Vous pouvez trouver ces mêmes informations sur le site georisque.gouv.fr, le site clin76.fr et sur ancli.org. Bon ben voilà, il est fort bien fait ce film, on vient de gagner 1 heure, je vous donne rendez-vous au bar, on prend un verre. Non, ça va un peu vite, c'est un peu rapide, vous avez sûrement des questions, moi-même des interrogations. Si d'ailleurs vous avez des questions à poser, vous avez noté des choses sur le film ou sur ce qui va être dit, n'oubliez pas les petits morceaux de papier, prenez des notes et n'hésitez pas à attendre à nos 2 hôtesses ces petits papiers pour qu'ensuite je pose les questions à nos intervenants. Il y a un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons revenir maintenant avec vous, Tiffany Vénachter. Déjà, le périmètre, on l'évoquait à l'instant avec Monsieur Desjardins. Quel est le territoire concerné par cette nouvelle campagne de distribution ? La nouvelle campagne qui a débuté le 15 septembre concerne un périmètre 0-10 km. Donc ce sont tous les habitants et tous les concernés dans ce périmètre-là qui sont invités à retirer leur comprimé d'iode. Dans le film, on parle des 20 km. Ceux qui sont entre 10 et 20, ils en ont déjà chez eux ? Normalement, ils en ont déjà. Maintenant, ils peuvent, si ils ne les trouvent plus ou si ils sont nouvel arrivants, en demander naturellement auprès des pharmacies. Justement, à la pharmacie, je fais quoi d'habitude ? Moi, je viens avec mon ordonnance de mon médecin. Là, est-ce qu'il y a une ordonnance du préfet ou on vient comme ça ? On peut venir comme ça, sans bon de retrait, dans les pharmacies qui sont identifiées sur le site du ministère de la Santé, mais également sur le site Géorisque. On vient sans justificatif de domicile et on aura la fourniture des comprimés d'iode pour son foyer. Entendu. Je le disais, on le voyait tout à l'heure, il y avait moins de mains levées quand on parlait du lieu de travail. Pour les entreprises et pour les établissements recevant du public, est-ce que c'est pareil ? Est-ce qu'il y a un bon de retrait ou pas ? On a compris, il n'y en a pas pour les particuliers. Est-ce qu'il y en a un pour ces établissements ? Pour ces établissements, ça fonctionne effectivement sous forme de bons de retrait. Nous avons, pour les écoles par exemple, chaque directeur d'établissement va recevoir un courrier de l'inspection académique qui va les inviter à compléter le bon de retrait et de se diriger ensuite vers une pharmacie, puisque les volumes ne sont pas les mêmes que pour les habitants. Et donc ce sera la même chose également auprès des entreprises, mais aussi des établissements de santé. Alors, le faire, c'est bien, on dit souvent dans la communication, mais le faire savoir, c'est encore mieux. Qu'est-ce que vous avez prévu pour faire savoir à chacun ? Alors, merci d'être venu, vous êtes au courant maintenant. Et les autres, on les informe ? Pour le lancement de cette distribution, on a à la fois informé les élus, il y a eu 2 réunions auprès des élus concernés de chaque centrale. On a informé aussi l'ensemble des professionnels de santé concernés, qui peut être amené à avoir des questions, que ce soit les infirmiers ou les médecins, notamment médecins généralistes. Et il y a toute une campagne de communication qui a été faite via les réseaux sociaux, via également vos médias. La radio, oui, on a lancé officiellement avec le directeur de cabinet d'ailleurs du préfet il y a quelques jours cette information sur France Bleu un matin. Exactement. Et puis, c'est vrai qu'on mise beaucoup aussi sur notre public scolaire, puisque au travers des courriers qu'on fait l'inspection académique auprès des directeurs d'établissement, mais il y aura à nouveau une communication et une sensibilisation autour de ces comprimés d'iode dans nos scolaires. Alors, j'en reviens au mode d'emploi. On va où ? À la pharmacie d'à côté ? Il y a des pharmacies dédiées pour ça ?
Pour cette campagne qui a commencé donc le 15 septembre, on a une liste de pharmacies à l'intérieur de nos périmètres 0-10 km. Et là, pour les trouver, il y a 2 sites internet qui vous référencient où est la pharmacie la plus proche de chez vous. C'est un site en rentrant votre adresse ou votre commune et ça vous donne quelle pharmacie peut vous distribuer les comprimés d'iode. Bon, là, j'y pense. Je suis à Saint-Valery-en-Caux. J'habite à Rouen, très honnêtement. Est-ce que je peux en profiter si moi je vais à la pharmacie, s'il n'y a rien à prouver, rien à montrer, je peux avoir mes comprimés aussi alors? Vous pouvez tout à fait avoir vos comprimés. Il n'y a aucune opposition à cela. L'idée, c'est qu'on ait un taux de couverture préventive de comprimés d'iode la plus large possible. Donc on ne vous pourra pas vous refuser de distribuer des comprimés d'iode si vous vous rendez en pharmacie. Autre question, moi j'aime bien aller à la plage à Pourville par exemple, j'aime bien me balader à Dieppe, je vais régulièrement chez Alpine quand il y a des événements un peu festifs. Est-ce que c'est important pendant les vacances, quand on est amené à venir régulièrement, d'avoir aussi peut-être sa dotation ? Ce qui est important, c'est que les lieux d'accueil des touristes, vous mentionniez un établissement recevant du public, aient à sa disposition suffisamment de comprimés d'iode à la mesure de la manifestation qu'il veut mettre en place. C'est ça qui est important. Donc ça, les entreprises peuvent venir vers vous. Pour celles qui ont besoin de l'information, comment font-elles ? Elles se dirigent vers leur service de tutelle. Par exemple, les établissements de santé se dirigent vers l'Agence régionale de santé, les établissements scolaires vers l'Éducation nationale et les entreprises vers la direction départementale des entreprises pour avoir des informations. Entendu. Docteur, Sami Abdelkalek, comme moi, il est venu de Rouen parce que vous travaillez au CHU. Vous êtes spécialiste de cette question. Oui, j'ai une casquette médecin conseiller hospitalier pour les situations sanitaires exceptionnelles. Et ça couvre le champ du nucléaire, radiologique, les attentats, les accidents, tout ce qu'on peut imaginer de catastrophique à l'hôpital. Vous êtes médecin urgentiste, ce qui est assez lié à tout ce que vous évoquiez. Tout à fait. C'est quoi l'iode alors ? L'iode, c'est un oligo-élément. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est des choses qu'on va chercher dans la nature, qu'on va essayer d'ingérer. En fait, le corps, il va essayer de chercher cette molécule importante pour la fabrication des hormones thyroïdiennes. Et donc, on va trouver ça essentiellement dans les éléments marins. En fait, c'est ce que vous avez été dit dans la vidéo, mais il y a d'autres éléments dans les végétations, la tomate, certains végétaux qu'on va consommer grâce à la pluie, les cycles. En fait, l'iode qui va être un peu retrouvé dans la nature un peu partout. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle, quand il y a des accidents, je prends ma fiche parce que je ne suis pas un grand physicien, d'isotopes radioactifs de l'iode en cas d'accident ? Alors, l'iode, on va faire un petit cours de rappel de physique, c'est pour ça, là, on se retrouve nucléaire. En fait, c'est un élément assez facilement, on peut le rendre instable, c'est-à-dire on va l'enrichir. On va lui apporter de l'énergie par des mécanismes de fission, on va lui apporter de l'énergie. Donc en fait, il va devenir radioactif. Et c'est un élément qu'on peut trouver facilement dans la nature, c'est pour ça qu'il est utilisé large à manu dans les industries et notamment les centrales nucléaires. Et on sait le maîtriser. Et entre autres, on peut contrecarrer son effet s'il n'y a jamais un accident. Donc cet élément qui devient enrichi et porteur d'énergie, si jamais on se le retrouve dans la nature, en fait, on va risquer de l'ingérer et avoir une contamination dans l'air, en fait, c'est dans les poussières surtout. C'est des poussières radioactives qu'on risque de respirer et transférer la contamination externe qu'on sait très bien traiter en fait avec les services santé des armées, les pompiers, les SAMU. On va passer tout le monde à la douche et gérer la contamination externe. Et c'est la contamination interne qui risque de nous poser souci si jamais il y a un problème. D'où les campagnes de prévention de distribution de comprimés d'iode. D'accord, mais alors, pourquoi il faut attendre le feu vert ? Si c'est naturel, on pourra en prendre tout le temps ? Alors, oui, on en prend d'ailleurs tous les jours un petit peu dans le sel enrichi, dans les produits qu'on va consommer au quotidien. Mais en fait, là, pourquoi on le prend ? Et précisément, c'est un accident nucléaire, parce que le corps humain est bien fait. En fait, il va détecter cet atome qui circule dans le sang et il va le capter pour en faire des réserves. On en a tous un petit peu.
Donc, on pourrait dire, on va prendre un petit peu tous les jours notre comprimé d'iode, mais en fait, la thyroïde, c'est un organe qui est très sensible. Et si je le booste tous les jours par les comprimés d'iode, ou en tout cas un apport fort en iode, il va développer des maladies. C'est des maladies de base d'eau, c'est des petites tumeurs, des choses comme ça. Donc, c'est un petit peu fâcheux. C'est pour ça qu'on limite normalement l'apport d'iode. Il faut attendre le feu vert de comprimé parce qu'il faut prendre au bon moment, saturer la thyroïde en iode. Parce que comme tout médicament ou tout élément qu'on va ingérer, le corps humain est bien fait, on va aussi l'éliminer. C'est-à-dire qu'il a une durée de vie. Donc au bout de 7 à 8 heures, on va éliminer la moitié des quantités qu'on a ingérées. Donc si je le prends trop tôt, en fait, je vais déjà l'éliminer et ma thyroïde va être exposée et capter l'iode radioactif et en faire un stock. Et si je le prends trop tard, il y a une partie d'iode radioactif qui sera déjà ingérée et stockée dans nos cellules. C'est pour ça qu'il faut patienter, attendre le message de la préfecture qui vous arrivera via votre smartphone ou via la radio. J'y reviens. Si on le prend, qu'est-ce qu'on évite comme conséquence? Alors, on évite simplement de fabriquer des hormones thyroïdiennes porteuses d'iode radioactif. Et en fait, cette hormone-là, elle va agir sur plusieurs systèmes, notamment le développement du système nerveux, sur l'humeur, sur les productions de Phaner. En fait, c'est les cheveux, les ongles, la croissance des enfants, notamment chez les fœtus. C'est pour ça que chez les femmes enceintes, c'est important d'en prendre. Et donc, si cette hormone thyroïdienne marquée, c'est-à-dire porteuse d'iode radioactif, circule et fait l'effet de trucs, en fait, elle va rentrer dans les cellules et détruire directement les ADN, et ça donne des cancers un peu de plusieurs organes différents. Donc l'idée, c'est empêcher que cette iode soit fixée sur les hormones thyroïdiennes, donc on en fabrique tous, tous les jours, et que ça va en fait aller faire son boulot d'hormones thyroïdiennes, ma vie d'hormones thyroïdiennes, et d'aller vers le système nerveux, vers les muscles, vers le transit. Les gens qui ont des problèmes de thyroïde connaissent un peu ces sujets d'hormones thyroïdiennes. Alors, on l'a vu dans le film, vous avez parlé des bébés, des femmes enceintes, des adultes, des enfants. C'est quoi la posologie? Tout le monde prend pareil? Non, je crois pas. Non, pas du tout. C'est un quart pour les moins de 3 mois, je crois. Plus de 3 mois jusqu'à 1 an, c'est un demi. Entre 1 an et 3 ans, c'est un comprimé. Et au-delà de, je crois, je ne sais plus, j'ai un trou. On est à 2. On est à 2 pour les adultes, ouais. Alors, si on est, parce que ça revient souvent, là, on nous demande souvent quand on va à l'hôpital si on est allergique à l'iode. Si on l'est, qu'est-ce qu'on fait? Alors, allergique à l'iode, ça c'est un vrai sujet. En fait, c'est des fausses allergies à l'iode. C'est souvent des protéines qu'on va consommer sur certains crustacés, des choses comme ça. C'est plus facile à expliquer, mais en fait, l'iode, on en trouve un peu partout, mais il va être plus marqué sur d'autres. C'est plus des certaines protéines sur lesquelles on va être allergique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des tests pour être sûr que c'est l'iode, mais parce qu'on en trouve un peu partout. Généralement, la seule vraie test grandeur en nature, c'était suite à l'accident de Tchernobyl. C'est les collègues polonais, ils ont distribué largement les comprimés d'iode. Il y a eu très très peu de retours d'effets secondaires liés à la consommation de ces comprimés d'iode. Donc en fait, il y a très peu d'allergies, il y a des petites réactions, les gens vont avoir un goût métallique, pour les gens vraiment hypersensibles à l'iode, mais il n'y a pas de réaction majeure. C'est pour ça qu'on peut les donner aux femmes enceintes, on peut les donner aux enfants, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, c'est cette population-là qui va avoir besoin plus d'iode dans leur phase de croissance et les besoins de l'organisme qu'une personne adulte ou personne âgée. Alors, statistiquement, dans la salle, il y a sûrement au moins une personne, je viens vers vous, monsieur, il y a sûrement quelqu'un qui a eu une pathologie ou qui a eu une pathologie liée à la thyroïde. Parfois, on n'a pas de thyroïde, on n'a plus de thyroïde. Dans ce cas-là, on prend pas? Alors, les gens qui n'ont pas de thyroïde, en fait, ils ne vont pas capter l'iode et ils ne vont pas la stocker. Donc, en fait, limite, eux, ils n'ont pas de problème. Et en fait, ils vont avoir, via leur comprimé ou leur goutte de traitement substitutif d'hormones thyroïdiennes, directement la forme active de l'hormone, en fait, qui est déjà chargée en iode de façon médicinale, on va dire ça comme ça. Et si on le prend, c'est grave ou pas Non, il sera éliminé par le corps de toute façon, par les reins. Alors c'était votre question, je crois. C'est un classique, c'est pour ça que je me suis permis de poser la question. Je crois que c'est important de s'arrêter quelques instants. Si vous avez des questions au docteur, on a une question ici du monsieur.
On arrive vers vous avec un micro qu'on vous entende. N'hésitez pas à vous présenter. Bonsoir, messieurs, dames. Perronnet de Volette. Et je suis soignée depuis 20 ans pour l'hypothyroïdie. Alors, est-ce qu'on doit prendre quand même la pastille? Vous avez toujours un thyroïde? Oui, toujours la thyroïde. Elle est capricieuse et qu'elle ne fabrique pas assez d'hormones thyroïdiennes. Je suis sous l'évothyrox depuis 20 ans. Oui, mais vous avez encore un thyroïde. Donc vous pouvez stocker l'iode même si votre thyroïde est malade. Donc elle a besoin de compenser et d'apporter. Parce qu'en fait, l'hormone thyroïdienne, il y a des protéines sur lesquelles on va fixer une molécule d'iode. Donc votre thyroïde va quand même puiser des stocks d'iode qui est stocké un peu dans votre thyroïde. Donc il faut prendre. Ceux qui n'ont plus du tout de thyroïde n'ont pas besoin de comprimés d'iode. J'ai l'impression d'être à la radio. On a le docteur Kierzek à la radio le matin, qu'on voit à la télé partout. Maintenant, je vous ai, c'est bien. Madame, bonsoir. Oui, bonjour. Françoise Cobillard, je représente l'ACRO. C'est l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Peut-être vous avez entendu parler de cette association. C'est un laboratoire indépendant. Et on fait des prélèvements sur la côte, depuis Puy ou même un petit peu plus haut, jusqu'au Cotentin. Enfin, eux vont très loin aussi. Et ils ont même relevé un certain nombre de mesures jusqu'au Danemark, des éléments qui viennent de La Hague. Voilà, donc le principe de dilution n'est pas forcément absolument parfait. Donc il y aura sans doute des répétitions, mais je pense que c'est bien de répéter parfois. Est-ce que c'est une question pour le docteur? C'est le communiqué de l'ACRO. Je crois que là, on était sur les questions vraiment qui traitent, qui portent sur les comprimés. Il y aura peut-être enfin... Dites-moi quand je peux intervenir. Peut-être à la fin de la réunion, si vous le voulez bien, sur la dernière partie des questions. Il y a une partie questions au public. Là, c'était juste les questions sur cette question précise de la prise des comprimés. Si vous le voulez bien, patientez quelques instants. Je vous remercie. Je peux juste rebondir et peut-être ça va vous apporter des éléments de réponse. L'iode radioactif, il y a quand même une période, c'est-à-dire il va se désintégrer au bout d'un certain temps, il va perdre cette radioactivité. Normalement, c'est au bout de 8 jours. Donc, même s'il y a des éléments radioactifs de façon naturelle autour de nous, il y a de la radioactivité. Quand on s'expose au soleil, quand on va en Bretagne avec certaines pierres naturelles, il y a de la radioactivité au quotidien, mais avec des périodes très variables d'un élément à un autre. Moi, je ne saurais pas dire exactement tous les radionucléides qui sont en fait produits dans la centrale, mais en tout cas pour le iode radioactif, c'est 8 jours. Donc au bout de 8 jours, donc l'énergie portée par la molécule, elle pèse de moitié. J'ai vu une main se lever. C'est une question médicale, ai-je envie de dire? Une question comprimée alors. Je prends les questions comprimées pour l'instant. Oui, bonjour, Jérôme Boignet, élu Petit-Caux. Je voulais savoir pour le camping, pour un camping, est-ce qu'on a parlé d'école pour avoir le volume de comprimés? Est-ce que c'est le responsable du camping qui doit avoir par rapport à la capacité du camping? Je pense que c'est comme tous les établissements accueillant du public. C'est exactement ça, c'est comme tous les établissements que vous dites recevant du public, c'est un camping, c'est ça. Il a sa capacité et il doit comprendre aussi son personnel. Et de là, il fait un bond de retrait pour aller chercher le bon nombre de comprimés. Et pour un commerçant, c'est en comprenant les clients aussi éventuels qui pourraient être dans la boutique. Exactement. Et sa jauge, en fait, c'est ce qu'on appelle la jauge. Docteur, une question, les comprimés, parce que là, on est sur une nouvelle distribution. Certains en ont déjà à la maison. Ils se gardent combien de temps? C'est 10 ans. Oui. Et je crois que la dernière campagne, en 2023, on a autorisé de prolonger la date de péremption parce qu'on était en pleine Covid. Et du coup, le temps que la pharmacie des services centrales des armées produise une nouvelle quantité, qu'on puisse lancer ces campagnes de distribution de comprimés, en fait, la société qui gère la distribution des médicaments, la NSM, a autorisé la prolongation de durée de vie s'il est bien conservé, que les blisters n'ont pas été touchés et qu'il n'a pas été abîmé. Oui, si vous me permettez, j'ai une deuxième question. C'est lié aussi.
les comprimés, comme maintenant, certains sont périmés et qu'on va avoir la nouvelle distribution, on fait comme pour les médicaments, on les rapporte en pharmacie? Vous me retirez les mots de la bouche. Ouais, il y a un circuit de recyclage de ces médicaments par la société qui gère ça très bien, donc avec les circuits classiques, tout à fait. Quand on va les chercher, on ramène les anciens? Comment on pratique comme ça, Comme classique? tout médicament qui arrive à péremption, on le dépose à son pharmacien et le pharmacien il va le mettre dans la voie de recyclage habituelle. Je précise juste que ce n'est pas obligatoire de ramener ces anciens comprimés. D'accord. On ne peut pas vous refuser de nouveaux comprimés d'iode sous prétexte que vous ne ramenez pas vos anciens comprimés. C'est noté. Merci beaucoup. Question médicale comprimée? Question médicale comprimée. Je suis habitant de Fontaine-le-Dain, donc on est dans le rayon du PPI. J'ai une question pour vous, docteur. Je voudrais savoir s'il y a une interaction négative à prendre de l'iode lorsqu'on a un traitement immunosuppresseur. Pas du tout. Là, comme ça, non. Parce que l'iode, en dehors de son interaction avec certaines protéines de transport qui est liée pour apporter l'iode à la thyroïde et après rentrer dans la chaîne de synthèse, n'interagit pas avec d'autres médicaments, que ce soit d'origine cardiaque, diabétique ou traitement immunosuppresseur. Ça n'intervient pas du tout. Pour faire simple, il n'y a aucune pathologie qui contre-indique, non. Contre-indique ? En dehors de l'allergie vraie documentée, sinon, non. C'est pour ça que ça a été vraiment testé. C'était à l'échelle de la population de la Pologne après l'accident de Tchernobyl. Et il y a eu très peu de retours suite à cette campagne de distribution. Et ça fait, on a de la chance d'avoir un antidote simple à prendre, efficace pour protéger la population contre les cancers et d'exposition à un élément radioactif. Chose qu'on ne pourrait pas faire contre d'autres éléments radioactifs. Ah bon, on va peut-être y revenir. Je reviens vers vous dans un instant. Je vous laisse continuer à écouter, à prendre des notes et peut-être à poser des questions au micro ou via les petits papiers. Monsieur Desjardins, vous avez écouté tout cela, Jean-Paul Desjardins, attentivement. Oui, oui. Alors, quelles sont les questions éventuelles, les remarques que vous souhaitez faire? Bon, des questions, là, j'en ai pas. J'ai lu pas mal de choses sur les pastilles d'iode, mais je ne suis pas le spécialiste, évidemment. Pour moi, la distribution des comprimés d'iode stable, est-ce que ce ne serait pas un peu l'arbre qui cache la forêt dans tous les problèmes au niveau du nucléaire? Alors, comprenons-nous bien. Non, loin de nous de considérer que c'est inutile, il n'y a pas de remise en cause, c'est une protection efficace, nécessaire en cas d'accident nucléaire. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Bon. Seulement, il faut avoir des comprimés d'iode à sa disposition et privilégier le seul périmètre de 10 km. Nous pensons que ce n'est pas acceptable. Absolument pas. Au moins les 20 km, parce que, paraît-il, au-delà, il n'y a plus de danger. Bon, moi j'en doute. Bon, on a tous compris que c'est l'État qui est donc son échelon préfectoral qui est en charge des mesures à prendre pour la protection des populations. Et que c'est EDF, ça n'a pas été dit, mais je crois que c'est bien ça, qui finance la distribution. On est d'accord? Et qui paye. Bon. Est-ce que les 10 km, il ne s'agit pas là d'épargner les finances d'EDF? Bon, moi, je me pose la question. Je ne sais pas s'il y a une réponse. En tout cas, on ne nous la donnera pas. Bon. Vous vous souvenez sûrement, pour un certain nombre ici, au cours des précédentes réunions publiques de la CLIN, comme celle-ci, il y a eu des polémiques, des chicaneries sur les carences de distribution de comprimés d'iode. Bon, on s'est un petit peu accroché là-dessus. Eh bien, moi, je vais essayer de passer au-dessus. Supposons que tout marche bien. Bon, on est d'accord, on en est loin, on peut rêver. Et que tout le monde a des comprimés d'iode à sa disposition. Et qu'il y a un accident grave nucléaire. Alors, les services de la préfecture, madame ou monsieur le préfet, demandent de prendre les comprimés d'iode que l'on a tous, ou qu'on devrait tous avoir, à notre disposition. Et c'est pour ça que je pense que c'est peut-être l'arbre qui casse la forêt.
Il ne faudrait pas alors que l'on instille dans les esprits que les conséquences d'un accident nucléaire soient alors neutralisées, minimisées, et que parce qu'on a pris les pastilles d'iode, il n'y a plus de problème. Si on nous a demandé de prendre ces pastilles d'iode, c'est bien parce qu'il y a eu un accident nucléaire grave. Et évidemment, avec également beaucoup d'autres rejets d'éléments radioactifs. Césium-137, tellure, tout ce genre de choses que je ne connais pas moi très bien. L'ASN et l'IRSN pourraient mieux nous en parler et nous le dire. Prenons toujours le cas de Fukushima. C'est une référence qui existe, ce n'est pas la théorie. Et pour ne pas faire compliqué, ne considérons que le césium-137 qui a été le rejet le plus important. L'IRSN dit la contribution majoritaire. Ce sont des rejets inodores, incolores, sans saveur, sous forme de poussière, d'aérosols, qui contaminent les sols, l'eau, les denrées alimentaires et qui se déplacent au gré du vent. Moi, je vous propose une petite vidéo de 36 secondes. Elle tourne derrière vous déjà. Comment ? Elle est déjà derrière vous. Ah ben oui, mais oui, une petite vidéo de 36 secondes de l'IRSN toujours. Donc les références, c'est l'IRSN. Et qui montre les concentrations de césium on la remet, entre le 12 et le 16 mars 2011 à Fukushima, exprimées en becquerel par mètre cube. Donc à l'échelle régionale, donc autour de la centrale, on peut dire, et même nationale au Japon. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Vous allez nous le dire. Qu'est-ce qu'on voit ? Moi, bon, on l'a vu une fois, on peut peut-être le voir une deuxième fois, parce que ça passe vite, c'est pas long. Bon, ce sera une troisième fois, mais si vous voulez, fois, oui. bon, mais... moi, dans le dos, j'ai pas de. Voilà, c'est reparti. Bon, ce sera long, ce sera vite fait. Bon, heureusement, pour de vrai, à Fukushima, c'est arrivé une fois, c'était largement suffisant. Oui, oui. Mais on voit bien que le vent, il a donc eu une grosse importance et que ça a dépassé largement Fukushima, que c'est même allé jusqu'à Tokyo. Bon, on peut dire que c'est de la pub ou de la propagande, c'est un document de l'IRSN quand même. On se sert beaucoup de l'IRSN. Si vous voulez connaître des informations, l'IRSN et l'ASN, il y a énormément de choses, je vous le recommande. Bon, enfin, quelquefois, c'est un peu long à lire et puis c'est un peu ardu, quand même. Voilà. Alors, ce sont plus de 9000 km² qui ont été contaminés par le césium-137 et sûrement d'autres radioéléments, mais on n'a pris que celui-ci. C'est une source de l'IRSN, ça. Et en 6 ans, les Japonais ont, par décapage, enlevé 80% du césium qui s'est déposé au niveau de la zone de contamination intensive, que j'ai lu, essentiellement sur les champs cultivés et les maisons d'habitation. Ça, c'est une source CEA. Il ne reste que la forêt qui est fermée au public, qui est un réservoir de césium important. Toujours source CEA. Alors, vous avez sûrement vu déjà des photos à la télé ou ailleurs de tous ces sacs de terre qu'on a décapés, et c'est quelque chose de faramineux. Alors, chez nous, comment on ferait pour les populations résidentes ou de passage ? Les écoles, les services de santé, EHPAD, commerces, établissements recevant du public, les commerces alimentaires. Il faut bien manger, il y a des boulangers, des charcutiers, tout ce que l'on... Comment ils font avec ce qu'ils nous présentent. Les agriculteurs, les cultures, les troupeaux, à Saint-Va-d'Yebdal avec les fermes bio, par exemple, les maraîchers dans la Durdan, etc., etc. Ce sont des questions que je pose, que l'on se pose, et que monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire nous nous posons. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on comprend bien
que ça va aussi au-delà de la prise des comprimés d'iode. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être une réaction à table? Juste pour réagir, le comprimé d'iode, ça a résolu l'instant T en fait. Après, tout dépend de la concentration des éléments qui seront dans l'air et la quantité de poussière, en fonction des modèles du vent, l'humidité, s'il y a des précipitations, tout ça, ça va changer. Après, certes, ce qui tombe dans la nature, il faut du temps. Je l'ai dit, il y a une demi-période pour l'iode radioactif qui est de 8 jours. Donc ça, des fois, on est aidé par les autorités pour dire qu'il y a un temps de confinement obligatoire avant de consommer tout ce qui est denrées alimentaires autour. Et ça, c'est des règles qu'il faut respecter. Nous, l'idée, c'est de limiter en fait la contamination interne des bonhommes qui vont être dans un périmètre. Moi, en tant que médecin conseiller, comment je fais pour aller soigner le fermier qui est coincé chez lui dans un périmètre de 10 km? Et ça, on travaille dessus aujourd'hui avec les collègues sapeurs-pompiers pour rentrer en EPI et se protéger. La contamination, malheureusement, qui reste sur les murs, sur les bâtiments, des choses comme ça, ça va, avec le temps, ça va se désintégrer petit à petit, perdre de radioactivité. Mais on travaille aujourd'hui pour organiser des filières de soins. Comment on va pour aller chercher la femme enceinte qui contracte chez elle, celui qui fait son infarctus chez lui ou qui fait son AVC dans ce périmètre de 10 km, malgré un accident autour. Pour ne pas minimiser l'effet, mais en tout cas pour rassurer la population qu'il y a des gens qui travaillent sur ce sujet. Tiffany Wenachter, pour se protéger, vous disiez coincé chez lui, on est confiné à la maison, c'est ça pour les autres? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une gradation dans les mesures. La première mesure, elle est importante, c'est la mise à l'abri. Ensuite, on enclenche des ordres d'évacuation. On a vu les périmètres tout à l'heure, on a vu 2 km, 5 km, 10 km, 20 km. Selon le rejet, la typologie de l'accident qu'on aura, on engagera éventuellement une évacuation sur les 20 km complète. Et on a cette interdiction de consommation, comme je l'ai dit. Et puis, il y a l'ingestion des comprimés d'iode. L'ingestion des comprimés d'iode n'est pas la seule mesure qu'on prend. Hein. Clairement, il y a l'évacuation. Et je veux juste rebondir sur un point, puisqu'il est dit, aujourd'hui, on ne distribue que dans la zone 0-10 km. On distribue dans la zone 0-10 km, puisque le périmètre de 20 km, il est plus récent, il est de 2018-2019, avec la mise à jour des PPI. Et donc, on a fait une distribution des comprimés d'iode à la suite de cette extension à 20 km. Donc, les gens qui sont normalement dans le périmètre 10-20 km et qui étaient là au moment de l'approbation du PPI, il y a eu une distribution des comprimés d'iode. Et si on se réfère à la date et au délai qui est de 10 ans, normalement, ces personnes qui ont été chercher leurs comprimés entre 2019 et 2020, ils sont sur des boîtes de comprimés qui sont encore valables. Donc, on n'a pas enclenché cette nouvelle campagne de distribution d'iode. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un travail en cours pour se dire, on va peut-être aujourd'hui se poser la question de voir de la distribution de comprimés d'iode au fil de l'eau. C'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde, comment vous faites chaque été le rangement dans votre pharmacie pour voir ce qui est périmé et pas périmé ou ce qui vous manque, eh bien, la bonne idée, c'est de regarder mes comprimés d'iode, est-ce qu'ils sont encore valables ou est-ce que je les ai encore? Et puis on se rend en pharmacie, on rend ses anciennes boîtes au même titre qu'on rend son Doliprane et on demande ses comprimés d'iode au fil de l'eau. Et est-ce que vous savez, s'il vous plaît, est-ce que vous savez combien de personnes sont allées chercher leurs comprimés d'iode, en non disponibles, un pourcentage de la population par exemple? Est-ce qu'on a des idées? On connaît ça au niveau national, je crois qu'on en a entendu parler l'autre jour à la réunion nationale de l'Ancli. À ce stade, sur la distribution de comprimés d'iode qui a débuté le 15 septembre, je n'ai pas les chiffres de savoir vous dire dans le périmètre 0-10 km combien de personnes ont été chercher leurs comprimés en pharmacie, mais ce sera un retour d'expérience qu'on fera et qui est important puisque c'est ça qui nous amène aujourd'hui à dire on arrête les distributions sur des périodes définies et on part au fil de l'eau puisque on veut vraiment que les gens se responsabilisent. On en a parlé beaucoup sur la culture de la sécurité et j'insiste pour que chacun puisse aller chercher au fil de l'eau ses comprimés d'iode. Et moi, comment je fais? Je suis à 28 km. Eh bien, vous vous rendez en pharmacie, sur une des pharmacies que j'ai énoncées tout à l'heure, comme je l'ai dit pour monsieur Jérôme qui vient de Rouen et qui veut quand même des comprimés d'iode. Je trouve que c'est une attitude louable d'aller aussi en pharmacie et d'aller chercher ses comprimés d'iode, y compris si vous êtes dans le périmètre de 28 km. On n'a pas de restriction aujourd'hui en nombre de comprimés d'iode qui nous permet de refuser des gens qui seraient en dehors du périmètre. Et quand je suis au marché de Canil lundi matin?
on peut s'amuser comme ça toute la soirée. Mais en fait, c'est un comprimé qui ne servira pas. Et ça pourra manquer à celui qui a vraiment besoin le jour J. En fait. C'est aussi rationaliser ces ressources-là. On peut pas, dans le monde idéal, on donnera à tout le territoire, en fait, mais pour un risque hypothétique qui arriverait un jour, il y a déjà des plans prévus pour aller aux gens en fonction du nuage et en fonction des modélisations qui seront le jour J, aller au plus près, leur donner des comprimés d'iode. Et on ira traiter tout le monde comme on traite aujourd'hui les salariés d'EDF qui tombent dans une zone confinée et qu'il faut aller en EPI, les chercher et les traiter, les emmener vers un bloc opératoire, traiter un infarctus ou autre. On les prendra en charge. J'ai la réponse à votre question. Merci beaucoup. À Cagny-Barville, à la pharmacie du marché, on peut en trouver. Sinon, à la pharmacie Jumeau également, on est sur la rue du Général de Gaulle. Oui. Voilà, vous pourrez en Il profiter. ne devait pas y dans le avoir marché. un pharmacien aussi aujourd'hui? Comment? Je croyais qu'il devait y avoir un pharmacien. Non, Est-il un pharmacien dans la salle? On a déjà un médecin, on est bien. J'ai une question qui me vient, docteur, en écoutant M. Desjardins parler des vaches. Souvent, on est très attaché à son animal domestique, à son chat, à son chien. Et à ses ânes. Et est-ce qu'on lui donne un petit comprimé au cas où ou pas du Moi, je ne suis pas vétérinaire, je suis désolé. Mais déjà, si on le met à l'abri, à l'intérieur de la maison, confiné, et qu'il n'est pas exposé à la poussière radioactive, déjà, on a fait 90% du boulot. Ça, c'est la première règle à faire. Pas être exposé à la poussière radioactive. Il y a vraiment deux choses différentes entre l'irradiation et la contamination. Oui, oui. La population n'ira pas au plus près du cœur du noyau pour être irradiée en permanence. Et ça, on en a tous les jours, nous, dans les hôpitaux. Les manipulateurs radio, des gens qui travaillent dans les blocs opératoires, ils sont exposés à des éléments radioactifs. Et ça ne nous empêche pas de travailler tous les jours avec une protection, une surveillance et tout ça. Donc, il ne faut pas vraiment paniquer avec ça. C'est le moment de vos questions, toujours sur cette thématique. Des comprimés d'iode, de la distribution, éventuellement des PPI, bien sûr. Et puis, dans une deuxième partie, à la toute fin, je vous inviterai éventuellement, si vous en avez, à poser des questions en dehors de ces deux thèmes. Il y a le monsieur au premier rang, là, je crois. Malika, merci beaucoup. Oui, merci Alain Lucas, maire de Saint-Hélier et vice-président de la communauté commune Bray-Avy. Je voulais savoir, vous avez parlé d'évacuation tout à l'heure. Pouvez-vous nous en dire un peu plus et quel sera le rôle des maires également dans ce processus? Et tout à l'heure, on a parlé aussi des établissements ERP. Quand vous parlez des directions des ERP qui doivent distribuer les comprimés d'iode, c'est seulement ceux qui sont situés dans le périmètre de 10 km ou plus? Sur le premier point, sur l'évacuation. Les communes et leurs élus, c'est un maillon essentiel, d'abord pour l'identification du tissu local. Ce qui est important pour nous dans l'évacuation, bien sûr, on aura ce qu'on appelle l'auto-évacuation, donc les gens prendront leur propre véhicule et toute l'organisation qu'on aura à avoir, nous, c'est de libérer les voies d'accès et de fluidifier cette auto-évacuation. Mais là où on a besoin de vous, c'est qu'on a aussi des populations qui ne peuvent pas réaliser leur auto-évacuation et donc l'importance d'avoir votre relais et de savoir où sont nos publics sensibles et si nous devons mettre en œuvre tout un système de transport avec des bus et où aller chercher et où regrouper ces gens. On est dans une vitesse qui nous permet ces évacuations. On parle de plusieurs heures, on ne parle pas en secondes ou en minutes sur d'autres phénomènes. Là, on est sur des choses où on s'organise. Donc les élus sont un relais essentiel pour nous sur cette problématique d'évacuation. Sur le deuxième point que vous évoquiez sur les ERP en dehors des 10 km, donc entre les 10 et 20 km, donc normalement sur la campagne de 2019-2020, ils ont fait l'objet de distribution de comprimés d'iode avec des bons de retrait. Maintenant, si on a des nouveaux établissements qui se créent, c'est un peu la même chose. Selon la jauge d'accueil de public qu'ils ont, eh bien, ils remplissent un bon de retrait et ils en font la demande auprès des pharmacies. Satisfait par la réponse, monsieur le maire? Formidable. Merci à vous. Alors, il y a les petits papiers aussi. Quand j'étais petit à la télé, il y avait Jean-Pierre Descombes qui récupérait les petits papiers de Noël pour les plus jeunes, vous en souvenez peut-être. On va récupérer les petits papiers de Saint-Val, si vous en avez, avec vos questions. Pas de questions? Si, mais pas de papier. C'est ça, voilà. Ah, on a un papier au fond là-bas.
On va commencer par le petit papier qu'on va m'apporter, puis ensuite les questions au micro. J'arrive. Je suis un peu Jean-Pierre Descombes, une pensée pour Jean-Pierre. Question générale. Eh bien ça, on va la garder pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc finalement, mais on s'en occupe. Hein. Oui, je voudrais revenir sur le PPI. Et sur le précédent PPI, vous parliez de centres d'accueil et de regroupement. Effectivement, s'il y a une évacuation à organiser, il faut évidemment penser aux collèges, aux lycées, les personnes qui ne disposent pas de moyens de transport personnel, des maisons de long séjour, des EHPAD, des établissements de santé, des crèches, des haltes garderies. Et je ne parle pas des hôpitaux, puisque Dieppe est quand même aussi il pourrait être pas utilisable du tout. Voilà. Donc, quels sont ces centres? Ont-ils été communiqués? Est-ce qu'il y a un plan d'évacuation concret qui a été réalisé? Et notamment, ce plan d'évacuation prévoit-il aussi la compatibilité avec l'arrivée de secours, l'arrivée de militaires, je suppose, au niveau de toute la zone? Voilà, c'était juste une question. Merci. Donc effectivement, ça c'est tout le but des PPI, c'est de définir et de façon opérationnelle des zones avec la qualité des publics qu'on accueille. On le mentionne, hein, il faut que ça soit des zones, alors ce sont des choses très pratico-pratiques ce que je dis, mais c'est ce qu'on définit dans les plans, qu'il y ait des sanitaires, que ça soit à l'abri par tout temps, donc tout l'intérêt de bien définir les choses et sur des périmètres d'évacuation. Il faut savoir que ce sont des choses que nous testons lors du dernier exercice en 2022. On a testé un centre comme ça de regroupement au niveau de Cagny-Barville, si je ne dis pas de bêtises, où on avait testé l'évacuation de plusieurs scolaires avec un bus en transport en commun pour voir qu'est-ce que ça donne, comment on accueille, est-ce qu'on a le parking suffisamment adéquat et la présence aussi des forces de secours pour accueillir nos scolaires et pour réaliser des mesures aussi de radioactivité puisque c'est ça qui avait été mis en place. Ça c'est très très important et c'est tout le cœur et l'objectif de nos PPI. Je crois qu'on a le directeur du chantier, le PR2, qui est avec nous. Je vais me faire le porte-parole de ces milliers de salariés qui vont arriver. Il me semble avoir entendu à la radio jusqu'à 8000 personnes à un moment donné, peut-être un peu plus. Est-ce que, en termes de PPI et de comprimés, est-ce qu'on les prend en compte dans les années à venir ? Tout l'intérêt de la révision de ce PPI, et c'est bien celle-là, hein, je mentionnais qu'un des objectifs de la révision du PPI, c'est de prendre en compte le chantier, mais surtout la jauge de population maximum qu'on va avoir sur ce chantier. Les axes d'évacuation, hein, ça c'est un gros travail dans notre PPI, hein, c'est de voir la compatibilité et la séquence d'évacuation, surtout du chantier EPR2, là pour le coup au plus près de la centrale, donc au plus près de l'accident, donc dans les premières mesures d'évacuation. Et donc ça, c'est un travail de dimensionnement à la fois avec nos experts et gestionnaires de voirie, mais aussi avec nos forces de l'ordre. Entendu. De votre côté, est-ce que vous avez des questions? Pas de petit papier non plus? Alors peut-être pouvons-nous passer aux questions d'ordre général, plus large. Alors j'ai par exemple cette question, et puis je vous donnerai la parole, madame, tout à l'heure vous vouliez intervenir, c'est quand vous voulez intervenir maintenant? Mais avec grand plaisir, nous sommes tout oui. Il n'était pas question de vous faire taire, simplement d'être au temps opportun pour vous écouter et vous entendre. Non, simplement, ça correspond au communiqué de l'ACRO. Il y aura, comme je disais, peut-être un petit peu de répétitions, mais c'est bien si ça permet de retenir. Donc, depuis 2018, la distribution de comprimés d'iode en France a été étendue jusqu'à un rayon de 20 km autour des centrales nucléaires. Ce n'est pas suffisant, dit l'ACRO. Alors qu'une nouvelle campagne de distribution s'apprête à démarrer, l'ACRO demande que tout foyer puisse bénéficier de cette protection s'il le souhaite. À titre de comparaison, il s'agit du PPI, la Belgique propose de l'iode à toute sa population, ce qui représente un rayon de 100 km autour de ces centrales. Le Luxembourg aussi,
Et la Norvège, qui ne possède pas de centrale nucléaire, recommande depuis janvier 2019 à toute sa population d'avoir de l'iode à la maison. En Suisse, 60% de la population a reçu de l'iode à la maison, suite à l'extension de 20 à 50 km de la distribution après la catastrophe nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi. La France, qui a la plus forte densité d'installations nucléaires en Europe, reste très en retrait par rapport à ces pays. Tirant les leçons des accidents nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima, l'ACRO réclame que la zone de distribution soit étendue à 100 km afin de permettre aux familles avec enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes de bénéficier d'une protection optimale en cas d'accident grave. Ces comprimés d'iode existent, mais ne seraient distribués qu'une fois l'accident en cours, en contradiction totale avec un éventuel ordre de rester à l'abri. Quand prendre l'iode? Bon, là, je vais passer un petit peu, peut-être on en a parlé. Hein. Et il faut quand même rappeler qu'en cas d'accident grave, la protection de la thyroïde par la prise de comprimés d'iode n'est utile qu'en attendant la mise en place d'autres mesures de protection de la population, qui consistent, on en a un petit peu parlé, dans la mise à l'abri temporaire et à l'évacuation. Un accident nucléaire grave entraîne les rejets de nombreux autres éléments radioactifs contre lesquels les comprimés d'iode ne sont d'aucune utilité. À Tchernobyl et Fukushima, les rejets les plus massifs se sont poursuivis pendant une dizaine de jours. Or, la mise à l'abri n'est pas recommandée au-delà de 48 heures environ. Dans les zones les plus contaminées, l'évacuation demeure la seule mesure de protection possible, même si c'est la plus complexe à mettre en œuvre, car elle nécessite une bonne coordination entre les différents acteurs, la transmission d'informations pertinentes vers le public et la mise en place d'une lourde logistique, sans parler de la panique. On ne maîtrise plus du tout. C'est bien d'avoir des plans tout faits et bien quadrillés. La panique fait que les choses sont complètement brouillonnes dans les situations réelles. Celle-ci, donc, la logistique, doit souvent être décidée en tout début de crise, lorsque la situation dans la centrale peut encore être incertaine. Une telle mesure nécessite une bonne préparation qui doit être soigneusement évaluée. En conclusion, l'ACRO milite depuis des années pour l'extension de la distribution d'iode en France afin que tout foyer puisse bénéficier de cette protection. Il nous paraît également important d'associer l'ensemble des parties prenantes et la population aux exercices de crise et d'organiser une consultation régulière du public sur ces enjeux. J'enchaîne sur un épisode qui m'a un petit peu étonnée. Je fais partie donc de la CLIN et on est donc allé mardi de la semaine dernière à Paris pour la réunion de l'ANCLI. Et à l'ANCLI, il y avait la notion de comment aider la population à prendre en compte la culture du risque. Bon. Et on nous a fait part d'un sondage, d'un travail mais très approfondi. Je n'ai plus là le nom de l'organisme qui s'en occupait. La SN s'en est occupée aussi, je crois bien. Et, oui, et le résultat, c'était par exemple au niveau des questions. Êtes-vous considéré que vous êtes suffisamment renseigné sur les risques liés à l'énergie nucléaire? Il y avait un nombre énorme de personnes qui disaient non, on n'est pas assez informé. Deuxième question, et c'est celle qui tue, je dirais, vous voudriez donc être plus informé? Ben non. Non. Alors, moi, je veux bien qu'on travaille la logistique, qu'on travaille les zones, etc. Mais moi, ma question en tant que citoyenne et éventuellement membre de la CLIN, parce que c'est quand même l'une des prérogatives de la CLIN, c'est son travail. Hein, et on se creuse beaucoup la tête pour savoir comment motiver les gens. Mais avant de voir les solutions, il faut peut-être essayer de comprendre pourquoi on a ces résultats-là. Bon. Et moi, je pense qu'il y a le déni, déjà. Le nucléaire et les catastrophes éventuelles sont tellement épouvantables à imaginer qu'on préfère ne pas y penser. La réaction suivante, c'est ce qu'on peut appeler la pensée magique,
C'est-à-dire, si on n'en parle pas, ça n'arrivera pas. Bon, c'est pas très efficace, mais bon. Et puis, petit à petit, il y a aussi une forme de résignation. Parce que quand on voit la manière dont le rouleau compresseur du nucléaire travaille en France, on se demande si, en tant que citoyen, on a encore notre place. Bon, et je dirais aussi que, concrètement, sur le territoire, j'habite Dieppe, hein, sur le territoire, la relance du nucléaire, moi j'estime que ça a un effet dévastateur par rapport à la culture du risque. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, les élus, les décideurs ont décidé d'accentuer, d'accélérer, ce sont des termes qui sont utilisés, d'accélérer donc la relance du nucléaire. Bah, ça veut dire que ce n'est pas dangereux, ou alors c'est grave au niveau de la démocratie. Bon. Donc, tous ces éléments-là font que le citoyen, eh ben, il lâche l'affaire. Il se dit, de toute façon, comme on a dans les tractages, il faut bien mourir de quelque chose. Vous l'avez sans doute entendu. C'est une question qui est taboue. Si on veut s'écharper dans un dîner de famille, on met le nucléaire sur le tapis. Alors que, normalement, ça devrait être... C'est un des moyens de fabriquer de l'électricité. Le moyen le plus dangereux, le plus cher, le plus lent par rapport au dérèglement climatique, mais c'est tout. Je veux dire, il y a d'autres éléments importants par lesquels on peut remplacer le nucléaire. Mais c'est bloqué. Et ça veut dire que, du coup, on n'en parle pas et on n'avance pas dans la prise de conscience des citoyens. Vous en avez parlé ce soir et je vous en remercie. Merci beaucoup. Alors, si je puis me permettre juste une parenthèse, à titre personnel, je ne vis pas à Dieppe, mais à Rouen, ça vous l'avez compris. Je vis à côté de Lubrizol, de Borealis et d'autres. J'ai eu la chance de faire, il y a une dizaine ou quinzaine d'années, un stage de 2 jours au CIR 7 PC. Quand je suis revenu, j'en ai parlé à tout le monde à la radio et dans mon entourage personnel. Et on finissait par me dire, parce que je disais, il faut se préparer quand même, on ne sait jamais, ça pourrait arriver. C'était 15 ans avant Lubrizol. Et on me répondait, on a l'impression que tu as envie que ça arrive. Nous sommes tous, ça c'est humain, madame, mais vous l'avez dit, on n'a pas envie d'ouvrir les yeux, on n'a pas forcément envie de savoir. Donc heureusement, vous êtes là ce soir, on n'a pas refusé du monde, vous avez remarqué. C'est ainsi, mais à nous maintenant de porter la bonne parole. À vous, il y a des élus, tant mieux, vous pourrez, à travers les échanges avec vos administrés, communiquer sur tout ce qui s'est dit ce soir. Michel Badré, c'était le président de la CNDP, de la Commission nationale du débat public, qui a duré 4 mois à Dieppe. Et Michel Badré est interrogé et il a vécu ce débat d'une manière très douloureuse. Et sa conclusion, c'est que autant il a été capable d'animer des débats sur beaucoup de sujets compliqués en France, autant le nucléaire, il a... jeter l'éponge. Il a arrêté d'ailleurs, parce qu'il s'est rendu compte qu'on était sur un terrain qui était miné, et je ne fais pas de jeu de mots avec le corps des mines, bien évidemment, mais c'est un débat qui est tellement déséquilibré. On voit le rouleau compresseur du lobby nucléaire qui avance, avec un pourcentage d'argent et des moyens financiers extravagants, et on ne peut pas discuter on est sur d'une religion. Merci madame. Si vous n'avez pas de questions, parce qu'on est plus dans la question que dans la tribune ce soir, si c'est possible, merci beaucoup. On a une question. Quel bilan, c'est le petit papier qu'on nous a attendu, ça c'est peut-être plutôt pour vous, monsieur. Quel bilan des arrêts de tranche 2024 pour Paluel et Penly ? On a aussi dans la salle peut-être des réponses qui peuvent... Oui, je ne parlerai pas pour Penly, mais monsieur Hérault le fera à ma place. Et le bilan des arrêts de tranche de Paluel, eh bien, écoutez, on en a déjà fait 2 cette année. Alors, ce n'est pas vraiment le sujet du jour, mais je vais me permettre de répondre. On en a déjà fait 2 aujourd'hui. Il y en a un 3e qui commence dans 15 jours. Les 2 premiers se sont plutôt bien passés. D'ailleurs, le 2e a été rendu à l'heure et en toute sûreté, sans événement. Donc, c'est, je pense, une bonne performance. Après, il y a des axes de progrès sur le premier. Et on va instruire tout ça pour que le 3e se passe très bien. Et pour l'autre site ? Oui, bonsoir, Benoît Réau, directeur délégué de Penly. Pour Penly,
Les arrêts sont en cours, hein, puisqu'on a arrêté la tranche 1, le réacteur numéro 1, la fin du mois d'août, et puis le réacteur numéro 2, plus récemment. Il se passe bien aujourd'hui, hein, et le réacteur numéro 1 est prévu d'être démarré d'ici mi-décembre. Le réacteur numéro 2, lui, est parti sur une visite décennale, donc elle est beaucoup plus longue, avec un redémarrage qui est prévu l'année prochaine. Merci beaucoup. Je vais vous lire avec conviction une question que je ne comprends pas, mais vous allez m'expliquer. Le programme complémentaire de contrôle dans le cadre du dossier CSC a-t-il été mis en œuvre? Quel bilan? CSC, ça... Ah, vous avez compris, vous, je crois. Tant mieux. Oui, la CSC, c'est un dossier important qui concerne... la traduction de cette abréviation, c'est la corrosion sous contrainte. Donc c'est un phénomène qui a été découvert sur une des centrales du parc français. Et suite à cette découverte, un programme d'investigation, de contrôle complémentaire a été réalisé sur l'ensemble des réacteurs aujourd'hui. Donc pour la centrale de Paluel, la plupart des contrôles ont été réalisés. Il y a d'ailleurs eu un certain nombre de réparations préventives. Hein. Il n'y avait pas de défaut comme rédhibitoire, mais pour autant, pour garantir l'exploitation encore de nombreuses années, nous avons procédé à un certain nombre de remplacements. Mais ça reste marginal pour la centrale de Paluel, mais en tous les cas, je confirme que le programme a bien été réalisé. Et un mot de complément, non? Pareil? Pareil, entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, si on ne peut pas répondre aux questions, éventuellement, on vous répondra ultérieurement par mail, on prendra vos coordonnées, mais si vous avez une question, c'est maintenant. Petit papier, pas de questions? Jean-Louis Chauvency, nous allons être... Non, moi, je voudrais simplement dire, peut-être, regarde ce document-là, qui peut peut-être être projeté d'ailleurs, la carte. Je lis 193 000 habitants, 210 communes, etc. Bon, je sais bien que tout le monde ne peut pas venir, mais on est combien ce soir ici? Mais la question... Je ne sais pas, moi, j'en compte une soixantaine. J'ai les projecteurs dans les yeux, c'est pas très facile. Mais en grosso modo, une soixantaine. On peut mettre même 80. Voilà, c'est tout. C'était plutôt une remarque. Ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Avons-nous envie de savoir, finalement, c'est la grande question, même si on nous informe de l'existence de ces réunions? Qui a envie de venir, qui a envie de savoir et d'être confronté à une réalité? Ça n'est qu'une hypothèse, on est tous d'accord ici, je pense, on n'a pas envie que ça arrive. Néanmoins, on se prépare au cas où. Jean-Louis Chauvency, avant de rejoindre l'entrée et le bar, quelques mots pour conclure. Bon, tout d'abord, oui, c'est vrai que par rapport à la réunion des CLI que nous avons eue, donc il y a eu des questions qui ont été soulevées, surtout comment on peut faire pour savoir si les personnes ont vraiment envie d'une information ou pas, et quelle information et comment la faire. Donc c'est un très gros sujet sur lequel on a une grosse table à travailler pour le futur. Et donc, hormis ça, bon, c'est vrai que si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, il y a le service de la préfecture qui est là pour vous répondre, mais vous avez la CLIN qui peut vous aider. N'hésitez pas à poser des questions. Vous avez ce petit fascicule. Si vous ne l'avez pas, c'est demander pour qu'on vous le donne. Donc, toutes les informations de la commission locale d'information est dessus, avec comment la joindre et ainsi de suite, et qui. Donc, c'est intéressant. Et surtout, n'oubliez pas, parce que là, c'est quand même, je pense, pour vous, une bonne occasion de faire. Et sachant que tout à l'heure, on a parlé de l'ANCLI. L'ANCLI, c'est l'association qui regroupe l'ensemble des CLI de France, donc, et qui fait un travail remarquable et qui avance bien dans son sujet, et pour lequel nous sommes en partie prenante aussi à l'intérieur. Donc, on a aussi une autre émanation qui travaille aussi sur le nucléaire, qui s'appelle le Haut Comité pour la transparence en matière d'information nucléaire, donc qui est une émanation du ministère de la Transition écologique. Et les membres sont bien sûr nommés par le ministre. Et donc cette commission
travaille essentiellement sur toute la partie nucléaire, mais sur l'ensemble du nucléaire en France, pas simplement sur les centrales nucléaires, mais sur un tas de choses. Et c'est vraiment très intéressant, puisque tous ceux qui sont partie prenante dans ce domaine participent aux réunions. Donc c'est vraiment un apport très, très judicieux, et notamment ici, quand on a fait la réunion sur la VD4, donc la visite décennale 4e génération, c'était donc à l'issue justement de ces réunions du haut comité qui ont choisi de lancer ces réunions et de partir pour avoir les informations et de pouvoir donner tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc c'est un ensemble maintenant qui travaille sur beaucoup de choses. Il n'y a plus que simplement les clés, mais plein d'autres choses derrière. Donc c'est intéressant, et si vous avez besoin, n'hésitez pas à contacter notre clin. Et donc on saura vous informer. Si on n'a pas l'information tout de suite, de toute façon on vous la donnera. Donc ça c'est sûr. Donc un grand merci à vous tous d'être venus à cette réunion. Ces réunions pour nous sont indispensables, puisque c'est des moyens pour nous de vous donner les informations. Donc, puisque c'est notre travail essentiel de transmettre une information. Et donc, merci à vous. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette salle et qui l'a organisée pour qu'on puisse faire cette réunion en toute sérénité. Merci à notre animateur, toujours fidèle au poste et bien dans son domaine. Merci Madame la sous-préfète d'être présente parmi nous. Et puis à tous les intervenants, puisque je pense que le débat a été quand même très intéressant pour chacun. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, et on est là pour y répondre. Et puis donc maintenant, si vous voulez bien, je vais vous inviter à prendre le verre de l'amitié, comme on peut le dire. Voilà. Merci. À mon tour de vous remercier. Agnès Thiou et Élodie Bridier, merci beaucoup pour l'organisation. Je salue aussi Malika et Angélique qui ont porté les micros, et tous les personnels du département qui sont là ce soir avec nous. Et puis je remercie nos amis qui ont sonorisé ce soir cet événement sans faille. Merci à vous tous, et passez une bonne soirée. Pour les Lève-Tôt, à demain matin entre 6h et 9h à la radio.